Le webinaire va être animé par Rudy Jardot, expert comptable associé chez Extrémité. Pour ma part, Vincent Dubois, directeur des solutions applicatives, je ne serai là que pour assurer l'assistance technique et technologique sur la présentation. Donc, alors, je vous présenterai rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas Extrémité. Extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent au service d'entreprises qui leur ressemblent. Donc, Extrémité, cela fait 20 ans que nous existons, que nous sommes présents sur le service numérique. Nous comptons aujourd'hui 30 collaborateurs, 650 clients actifs et Extrémité entreprise service numérique qui, avec la collaboration de partenaires éditeurs de logiciels, des partenaires comme Grant Thornton, des éditeurs de logiciels aussi comme Sage, Cegid ou d'autres éditeurs. Nous accompagnons les PME des Hauts-de-France dans leur transformation numérique et contribuons à l'innovation et à la création de valeur. Voilà. Donc, on peut peut-être passer sur le slide suivant. Voilà nos grands domaines d'activité. Donc, on va découper en 3 domaines: la technique, le développement et la gestion. La technique, c'est la sécurité, c'est le réseau, c'est la télécom. Donc, on va dire l'outil que nous utilisons aujourd'hui, 3CX, de partage, de visualisation, ce sont des produits que nous distribuons. La sécurité autour de tout ce qui est anti-pare-feu, antivirus et protection. Et le réseau et l'hébergement aussi sur des sites externes. Nous avons cette capacité dans le cloud d'héberger des données. La gestion, c'est les logiciels Sage et Cegid pour lesquels Extrémité a le plus haut niveau d'agrément et est en mesure de vous accompagner dans le déploiement de vos solutions, dans l'assistance téléphonique aussi. Et à cela, nous avons un service de développement qui est capable de venir greffer des bouts de programme complémentaires à vos attentes. Et la partie digitale, bien sûr, le site web, site de commerce, site institutionnel. Voilà, une présentation très brève d'Extrémité parce que le sujet qui nous suit est important. Et je vais laisser la parole à Rudy pour Grant Thornton et puis pour la présentation. Merci Vincent. Bonjour à tous. Donc, en fait, alors juste une petite rectification. Je ne suis pas encore associé chez Extrémité. Comme j'ai une activité réglementée, je ne suis pas certain que je puisse réellement bien le faire. Donc voilà, Rudy Jardot, donc expert comptable, au cabinet associé, donc cabinet Grant Thornton, donc un cabinet comme son nom l'indique français, hein, ça va mieux en le disant. Effectivement, on peut se poser certaines questions, mais on est bien français en France. Et donc le thème qui va nous intéresser en cette fin de matinée, c'est effectivement la conséquence de la crise Covid-19, plus particulièrement sur le secteur des associations. Et c'est une crise qui n'en finit pas parce que effectivement, entre le moment où on avait programmé ce webinaire et aujourd'hui, il y a de nouveau des mesures de confinement qui apparaissent. Donc en fait, l'idée, c'est au sein du cabinet, c'est de mobiliser l'ensemble de nos ressources pour vous permettre de trouver des solutions dans un environnement certainement très contrarié et de pouvoir trouver des lueurs d'espoir dans l'horizon pour adapter les projets associatifs et trouver des solutions. Alors, cette crise Covid-19, très rapidement, hein, puisqu'on va quand même être assez opérationnel dans la fin de matinée et l'heure qui va nous permettre de vous présenter effectivement cette thématique. En réalité, c'est une crise à de multiples facettes. C'est avant tout au démarrage une crise sanitaire. Des crises sanitaires, on en a toujours connu. Certes, la dernière crise sanitaire est un peu plus lointaine, mais on a eu l'habitude effectivement de connaître ces phénomènes de crise et la France a connu effectivement à répétition des crises sanitaires auxquelles il a fallu faire face. Le problème de cette crise, c'est qu'elle s'installe dans le paysage et les mesures de confinement qu'on est en train de connaître actuellement le démontrent une nouvelle fois et que nécessairement, c'est aussi une crise économique. Là aussi, les crises économiques du passé nous ont enseigné un certain nombre de choses. Je ne vais pas les redécrire ici, mais en tout cas, la crise de 29 nous a démontré que ne pas intervenir pour un État face à une crise d'une ampleur importante, ça crée des dommages très importants et ça crée une grande perturbation. Donc les États ont depuis la crise de 29 pris conscience qu'il fallait nécessairement agir quand on connaît une crise d'ampleur significative. La France a une expérience intéressante, entre guillemets, si je puis me permettre,
par rapport à la crise de 1968, puisque quelque part, c'est un État qui, pendant un mois, un peu plus d'un mois, se retrouve avec une activité proche de zéro. Et c'est vrai que l'analyse des conséquences de la crise de 1968 a permis d'envisager effectivement des mesures de gestion spécifiques par rapport à cette crise, donc la crise plutôt du premier confinement. À la différence près, c'est qu'elle n'a pas duré un mois, elle a duré 2 mois. Et donc, on sait que de cette crise de 1968, on a un mécanisme de rebond à préparer. C'est la raison pour laquelle il y a eu des mesures d'urgence qui ont été tournées à travers cela. Nécessairement, une crise économique aura des conséquences sociales. Donc, des mesures spécifiques ont donc été mises en place par le gouvernement et continueront d'être mises en place pour en limiter les conséquences. Et se pose la grande question, est-ce qu'on subira ou pas une crise financière? Aujourd'hui, il est trop tôt pour le dire et on peut quand même espérer qu'on ne subisse pas ça parce que déjà, l'ensemble des conséquences qui viennent de vous être présentées sont déjà fortement dommageables. Alors, face à ces crises, en réalité, vos associations, quelle résistance peuvent-elles avoir face effectivement à ces crises à multiples facettes? Eh bien, il faut se recentrer sur l'élément vital de votre association. Et l'élément vital, c'est sa trésorerie. Si je prends une comparaison, une espèce de métaphore, je peux dire qu'effectivement, aujourd'hui, une organisation, son mode de fonctionnement est assez proche à celle d'un organisme vivant. Si vous prenez un organisme vivant avec de bons organes vitaux, cœur, poumons, reins, bref, tout ce que vous voulez qui favorise le fonctionnement de cet organisme, si vous enlevez effectivement le sang à l'intérieur de cet organisme, et ben, très rapidement, cet organisme ne pourra pas faire autre chose que mourir. Et ben, c'est exactement pareil pour votre association. Ça veut dire au sein de votre équipe actuelle, vous pouvez avoir des personnes qui sont en capacité de favoriser le développement et de rechercher des financements qui vont permettre de déployer sur le terrain vos projets associatifs. Vous allez certainement avoir des personnes qui ont un savoir-faire, qui vont permettre effectivement de déployer un service de qualité à destination d'usagers. Vous pouvez aussi avoir dans vos équipes des personnes qui sont capables de faire travailler l'ensemble des équipes, de salariés et de bénévoles, pour effectivement déployer ce projet associatif. Et enfin, vous pouvez avoir des personnes qui sont en capacité de vous accompagner dans la gestion de votre association et éventuellement, vous pouvez vous appuyer sur un cabinet comme Grant Thornton pour pouvoir gérer au mieux cette partie. Et ben, quand vous enlevez le cash, quand vous enlevez la trésorerie à l'intérieur d'une organisation, le problème, c'est que cette organisation ne résiste pas et donc, malheureusement, elle est destinée à disparaître. Donc, en réalité, quand on regarde à la fois l'environnement dans lequel nous évoluons depuis la crise Covid-19, donc de mars de cette année, ce qu'il faut savoir, c'est que la crise, aujourd'hui, on la représente. Alors, j'ai retenu 5 modèles, il peut y en avoir d'autres, hein, mais on a pris les modèles les plus classiques, c'est-à-dire comment se gèrent ces crises. En fait, tout dépend à quelle typologie de crise on a affaire. Il semble un peu compliqué de parler aujourd'hui de crise en V parce que c'était peut-être encore envisageable il y a quelques mois. Une crise en V, sa particularité, c'est qu'on tombe un coup. Ensuite, il y a des mesures d'aide, notamment déployées par l'État, pardon. Et ensuite, vous avez un mécanisme de rebond. Avec une mesure de reconfinement, il semblerait que effectivement la crise en V soit plus compliquée. Une crise en V qui prend plus de temps, c'est plutôt une crise en U, c'est-à-dire que le mécanisme de rebond va prendre plus de temps et dans ces cas-là, c'est une mesure à intégrer dans le cadre des perspectives que vous envisagez. On pourrait peut-être être un peu plus dans ce qu'on pourrait appeler une crise en W. Alors la crise en W, c'est pas forcément lié à un phénomène de deuxième confinement, c'est tout simplement une crise qui a la particularité donc de faire tomber le niveau d'activité globale que l'on constate au niveau d'un pays. Et ensuite, vous avez des mesures d'aide qui sont déployées et qui s'avèrent pas être suffisantes. Donc, on replonge et donc il faut réenvisager des mesures d'aide complémentaires pour réaccompagner le rebond. C'est tout à fait envisageable, mais dans ces cas-là, on a une petite spécificité, c'est le mécanisme du deuxième confinement. Autre crise qui génère des impacts un peu différents, c'est la crise en L. Ça veut dire on descend d'un étage et on reste sur cet étage-là. Aujourd'hui, c'est ce que connaît le Japon en réalité. Hein. Le Japon est dans cette configuration-là où ils sont descendus d'un étage et ensuite on reste flat. En fait, on reste sur une grande stabilité. Ce qui peut-être nous attend, c'est ce qu'on appelle la crise à virgule, le dernier élément que je vous présente dans ce graphique. Et donc, la crise à virgule, c'est quoi? C'est en gros une crise en U, c'est-à-dire on met du temps à s'en sortir, on met plus de temps que ce qui est initialement prévu dans les crises que l'on a habituellement, qui sont plus des crises type en V. Et puis, on a un phénomène de plafond.
Donc, dans ces cas-là, peut-être qu'effectivement, c'est ce qui nous attend. Et dans ces cas-là, ça voudrait tout simplement dire que la crise Covid-19, en réalité, cachait une crise qui nous attendait et qui était une crise économique normale, plutôt liée peut-être au pétrole, mais ça sera peut-être un peu plus compliqué de l'exposer ce matin. Donc, en réalité, face à une situation, un environnement fortement contrarié qui nous impacte tous de différentes manières, il faut se poser la question, votre association, en réalité, au niveau de sa maturité, elle se situe à quel niveau? Si vous êtes malheureusement dans une situation d'une association qui est en phase de lancement, c'est très fragile la phase de lancement. La manière de mieux résister, c'est d'avoir un niveau de trésorerie suffisant. Et souvent, quand on lance une association, la particularité, c'est qu'en termes de trésorerie, souvent le niveau de trésorerie n'est pas suffisamment élevé. Et donc, en période de crise, quand vous avez le Covid qui s'invite au débat et qui vous crée cette perturbation, la résistance est compliquée. La phase de développement, là aussi, est une phase aussi critique. À l'après, tout dépend où vous allez vous situer sur la phase. Est-ce que vous êtes plutôt sur la phase au-delà de la moitié? Dans ces cas-là, il y a des choses qui peuvent se faire. Mais si vous étiez effectivement entre la phase de lancement et le développement, la résistance, là encore, c'est votre niveau de trésorerie qui va vous permettre de résister. Ensuite, la maturité. Donc là, c'est beaucoup plus facile pour des associations qui se retrouvent à un niveau de maturité intéressant et qui, dans toute la phase de montée entre le développement et la maturité, a eu la bonne idée de mettre des réserves de côté, donc de constituer des excédents. Je vous rappelle qu'il n'est absolument pas interdit aux associations de réaliser des excédents. Et pour preuve, c'est que si vous prenez une instruction fiscale de 98 et qui a été reprise dans l'instruction fiscale aussi de 2006 sur la fiscalité dans les associations, l'administration fiscale se permet même de dire qu'une association qui fait des excédents, c'est quelque part la conséquence d'une gestion saine et sérieuse. Donc, je pense qu'en période de Covid, on peut réaffirmer certaines choses, le droit de faire des excédents. Par contre, la phase de déclin, donc là encore, sur la première partie de la phase de déclin, pas de sujet majeur. C'est la dernière partie qui reste plus compliquée à gérer. Et ben, tout va dépendre des parties antérieures que vous avez pu gérer. Si dans la période entre le développement et le déclin, vous avez mis des réserves de côté, ça peut être un moyen de résister. Ce qu'il faut simplement comprendre de ce graphique, c'est que la trésorerie que vous avez, c'est pas de la trésorerie pour avoir de l'argent sur un compte bancaire, c'est tout simplement de la trésorerie qui vous permet tout simplement d'avoir du temps pour prendre les mesures et des mesures qui permettent à la fois de préserver votre projet associatif et de vous réorganiser en fonction d'un aléa qui était difficilement maîtrisable qui s'appelle le Covid-19. Donc à travers ça, vous devez avoir un regard sur la pérennité. Et la pérennité, vous pouvez la mesurer à travers vos niveaux de fonds propres. Donc aujourd'hui, vos fonds propres vous permettent de tenir combien de temps? C'est-à-dire, la norme aujourd'hui, c'est qu'on dit que les niveaux de fonds propres doivent permettre aux associations d'être en capacité de couvrir entre 3 et 6 mois de dépenses d'exploitation. Donc c'est un ratio que vous pouvez appréhender rapidement. On se rend compte aussi que 3 mois avec un Covid qui vous met un confinement de 2 mois, ça devient un minimum, mais vraiment très mini, alors que je pense qu'il y a un an, on se posait toujours la question entre 3 et 6 mois, 3 mois, c'est déjà bien. La réponse est non. Le 3 mois, c'est vraiment un minimum. Et la solvabilité, c'est d'avoir un regard particulier sur votre trésorerie, cette fois-ci, et non plus vos fonds propres. Et est-ce que votre trésorerie vous permet de faire face à vos dépenses d'exploitation et combien de temps en réalité? Et là aussi, la règle des 3 à 6 mois s'applique à nouveau. Alors, la crise Covid-19, bien évidemment, a occasionné un certain nombre d'impacts. Et donc, vous avez compris que l'élément vital que je vous exposais tout à l'heure, c'était la trésorerie, l'équivalent du sang dans le corps humain. Cette trésorerie, il fallait donc la préserver. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a pris des mesures qui permettaient aux organisations de préserver effectivement cette trésorerie. Mais cette trésorerie ne doit pas être gelée. Je vous rappelle que le premier confinement, certes, on a fait un stop, mais on a fait un stop de 15 à 3 semaines dans lequel on a identifié le niveau de trésorerie raisonnable que l'on devait avoir. On a sollicité des aides pour renforcer ce niveau de trésorerie. Et ensuite, il faut payer. Il faut régler ses dettes. Parce qu'autrement, si plus personne ne paye, bien évidemment, on va se retrouver dans une situation où le système ne fonctionnera pas et on risque effectivement de créer une crise beaucoup plus importante que celle qu'on connaît actuellement. Alors ici, on vous a représenté quels étaient les postes qui étaient affectés par cette crise Covid-19. Et rapidement, vous avez vu que c'est votre trésorerie. Donc, il faut avoir ce regard braqué immédiatement sur votre niveau de trésorerie et votre trésorerie vous permet de tenir combien de temps. Ce qui était vrai pour le premier confinement sera vrai aussi pour le deuxième confinement. Vous pouvez voir que les emprunts, les dettes fournisseurs et les dettes fiscales et sociales sont au vert. Pourquoi? Parce qu'on avait la possibilité
de les geler, de reporter des échéances et de redécaler le paiement de certaines dettes. Et parfois, on peut avoir des remises effectivement de certaines charges sociales si votre organisation, bien évidemment, est concernée par ces activités qui sont déclarées d'urgence et sur lesquelles des mesures spécifiques ont donc été prises. Donc, si vous regardez bien, le résultat, on ne le sait pas, on en reparlera après. Les fonds propres, ça va dépendre du résultat. Donc, il y a un point d'interrogation. Mais en tout cas, sur vos dettes, vous aviez la possibilité de rééchelonner au niveau des emprunts. Donc, il y avait des discussions à mener avec vos partenaires bancaires, des dettes effectivement fournisseurs sur lesquelles, dans un court instant, vous avez pu décaler un certain nombre de choses, et ensuite, aux fonction des aides et de la trésorerie dont vous disposez, vous avez pu effectivement faire face à vos échéances. Et au niveau du fiscal et social, on a pu très largement effectivement décaler le paiement de ces dettes. Ensuite, au niveau des subventions à recevoir, j'y reviendrai tout à l'heure, le gouvernement a pris une ordonnance, l'ordonnance du Premier ministre, qui donne une extrême souplesse dans la gestion des subventions. Donc, vous avez à la fois la possibilité de solliciter des acomptes de manière beaucoup plus rapide. Au niveau de l'utilisation des subventions, là aussi, dans le cas effectivement d'une procédure spécifique qui vous permet de redéfinir les engagements réciproques que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une collectivité, vous avez pu apporter les aménagements nécessaires pour à la fois préserver le montant que vous souhaitiez encaisser et d'adapter l'activité en fonction des circonstances et des difficultés auxquelles vous étiez confrontés. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est parfois sur les usagers, c'est-à-dire les factures en attente de règlement. Il y a pu y avoir des petits sujets, c'est pour ça qu'on l'a pas mis en rouge vif, mais plutôt dans un espèce de rose, tout simplement pour vous interpeller sur le sujet. Au niveau des stocks, pas grand-chose à dire sur les associations. Au niveau des immobilisations, on va dire qu'on est passé en vert clair parce qu'il faut se reposer la question de savoir s'il est opportun ou pas dans une situation compliquée comme dans laquelle nous sommes en train d'évoluer, s'il est opportun de garder le plan d'investissement. Je ne dis pas qu'il faut le remettre en cause, il faut juste le remettre en perspective au vu des contraintes d'activité que vous rencontrez. Est-ce que les investissements sont toujours pertinents? Donc, si effectivement vous subissez peu d'impact dans vos activités, pour faire ces activités, vous devez à ce moment-là réaliser ces investissements, bah, vous le ferez et éventuellement vous pourrez aussi bénéficier de mesures spécifiques dans le cadre du financement, notamment au niveau des emprunts. Donc voilà les impacts en termes de bilan, et vous remarquerez qu'on a démarré par le bilan parce qu'il faut démarrer le sujet par le biais de la trésorerie. Ça, c'est l'élément important. Vous allez gérer ce que l'on appelle le besoin en fonds de roulement, donc les délais de règlement, et c'est là où vous allez, dans un premier temps, concentrer votre énergie. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre trésorerie à terme, ça se traduit aussi par son résultat. Et le résultat, comment il a été affecté par la crise Covid-19? Au niveau des subventions, je viens de vous l'exposer. Globalement, on a une plus grande souplesse. On a la possibilité de réallouer des sommes qui auraient pu être obtenues sur certaines actions qui peuvent plus se réaliser à cause de la crise sanitaire. Dans ces cas-là, vous avez la possibilité de solliciter le financeur public pour aller les déporter sur d'autres activités. Il y a de la souplesse qui a été apportée. La circulaire du Premier ministre vous propose 5 possibilités d'ailleurs pour gérer ces subventions, et on est là pour vous accompagner, à la fois pour détecter les risques qu'il peut y avoir là-dessus et aussi de pouvoir redéployer ces financements obtenus sur de nouvelles activités. Ensuite, vous avez effectivement les aides d'activité partielle. Donc là, en rouge, pourquoi? Parce que c'est des points d'attention. Les aides d'activité partielle, bien évidemment, c'est du vert foncé parce qu'elles vous ont permis de poursuivre des activités avec un coût lié à la masse salariale qui est amoindri par rapport au fait qu'on perçoit des aides et qui vient limiter le coût lié à la masse salariale. Un point de vigilance, et c'est en lien avec la subvention, c'est qu'il vous faut à tout prix pouvoir bien identifier pour chaque activité celles qui bénéficient de subventions et celles qui ont bénéficié des aides partielles. Je vous rappelle que les aides d'activité partielle ne sont pas compatibles avec les subventions. Dit autrement, quand une activité est arrêtée, cette activité peut prétendre à des aides d'activité partielle. Donc, ça veut dire qu'il faut bien regarder qu'il n'y a pas une espèce de cumul. Vous ne pouvez pas, sur la même activité, à la fois bénéficier d'aides d'activité partielle et de subventions, sauf à bien déterminer que le produit en question finance bien des choses qui ne sont pas financées par l'autre aide, notamment l'aide d'activité partielle. Donc, ce qui a pu se passer, c'est que dans le cadre effectivement du premier confinement, dans l'urgence de la situation, vous allez peut-être faire un point sur des activités qui ont donc pu être réalisées. Vous avez eu des subventions. Si ces subventions couvrent bien des charges, il n'y a pas de souci.
Mais il peut arriver aussi que dans les charges en question, vous aviez de la masse salariale, et cette masse salariale, il y en a une partie qui a eu du financement activité partielle. Dans ce cas-là, vous êtes en risque. Et si vous êtes en risque, il vous faut à ce moment-là devancer le problème et tout de suite solliciter, informer la directe, et en leur indiquant que quelque part vous êtes certainement trompé, vous avez sollicité une aide activité partielle, mais manifestement elle est couverte par une subvention. Donc ça, soyez vigilants. Les premiers contrôles de la directe ont démarré au mois de juin. Hein, ils ont pas attendu septembre. Donc nous, on a eu ces contrôles-là, mais ces problématiques-là avaient bien été anticipées. Donc il n'y a pas de sujet sur la sollicitation des aides. Elles sont absolument pas remises en cause au niveau de la directe. Mais il faut bien identifier ces sujets et devancer, ne pas attendre le contrôle si jamais vous êtes en risque. Au niveau des prestations de services, donc là encore, il est possible que, faute d'usager, effectivement, vous n'avez pas perçu de prestations de services, donc ça vous met en déséquilibre, peut-être en déséquilibre budgétaire. Vous avez les marchés publics, alors là c'est plutôt en orangé, les marchés publics ont plutôt apporté de la souplesse, et donc là aussi c'est à regarder avec attention. Au niveau de la cotisation et des adhésions, donc globalement le vert, et c'est juste valable pour le premier confinement. Le vert, effectivement, les cotisations, et ça a été réaffirmé par le gouvernement, les cotisations, elles sont annuelles. Et si vous avez un arrêt d'activité au cours de votre exercice, les cotisations et les adhésions ne font pas l'objet de remboursement. Sauf à ce que le conseil d'administration décide de faire autrement, mais vous n'avez aucune obligation légale. De la même manière, ce qui était vrai au premier confinement est vrai au second confinement, sauf que, alors j'ai laissé en vert, sauf qu'il est constaté, notamment sur le micro-associatif, que beaucoup d'usagers n'ont pas renouvelé leur adhésion au mois de septembre, parce qu'ils ont craint de nouveau un confinement. Au moment où je vous parle, le confinement a lieu. Donc, dans ce cas de figure, certaines associations, et nous on leur a conseillé de fractionner donc la cotisation, de ne plus la rendre annuelle, mais de la rendre trimestrielle, au cas où on se retrouve dans une logique de reconfinement, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Au niveau des dons, donc vous voyez, on est en vert clair avec un point d'attention. Globalement, on a, au niveau global, des dons qui sont en hausse. Parce que les Français, pendant la période de premier confinement, je vous rappelle qu'il y a une épargne complémentaire qui a été constituée par les Français de 85 milliards. Et donc, on peut quand même imaginer qu'en contrepartie, il y ait une hausse des dons, et aujourd'hui, c'est constaté. Aujourd'hui, nous ne disposons pas d'une information suffisamment précise pour savoir si toutes les associations sont concernées par cette hausse de dons qui est constatée. Donc là, c'est plutôt un point de vigilance. Au niveau des legs, pas de sujet majeur. Au niveau des emprunts, je l'ai dit, donc là, il y a certainement des questions à vous poser, à la fois sur les emprunts que vous pouvez avoir actuellement pour savoir si il ne faut pas donc redécaler certaines échéances, s'il ne faut pas solliciter des PGE, mais on vous l'expliquera juste après, et ne pas avoir peur d'oser d'aller chercher ces emprunts. Parce que nous, on a constaté que certaines associations se posent trop de questions. On a manifestement une zone d'incertitude. Si on a une incertitude, on met un emprunt. Si on a sollicité un emprunteur, on va le rembourser parce qu'on a 12 mois pour le faire dans le cadre du plan garanti par l'État, du prêt garanti par l'État, pardon. Au niveau du bénévolat, ce n'est pas du vert foncé, mais du vert clair, pour la bonne et simple raison que beaucoup d'associations, et ça a été constaté dans le micro-associatif, ont perdu parfois la moitié de leurs bénévoles à la rentrée du mois de septembre, parce qu'une grande partie des bénévoles sont des retraités, et par rapport effectivement à la crise sanitaire, eh ben, ils se mobilisent moins, ils vont moins au contact de l'association par rapport à leur situation personnelle. Et les apports avec droit de reprise, là aussi, pour ceux qui bénéficient d'aides remboursables au niveau du réseau France Active, et pour la région des Hauts-de-France, c'est des structures type Nord Actif, type Entreprendre Ensemble, type Pas-de-Calais Actif, qui vous ont octroyé effectivement un apport avec droit de reprise. Là aussi, vous pouvez les solliciter pour avoir des aménagements dans le plan de remboursement. Alors, cette aide Covid-19, ça veut dire concrètement, il faut en retenir quoi? Deux choses. Je préserve ma trésorerie, je gère ma trésorerie à très court terme, et je mesure les impacts éventuellement. Je vois quelles sont les décisions que je peux prendre à très court terme sur mon BFR pour préserver cette trésorerie. Et ensuite, c'est un regard tourné vers la performance, dit autrement le résultat, et de pouvoir identifier très rapidement quel va être mon résultat que je vais dégager au titre de cette année 2019, de préparer le budget 2021, et on va vous recommander de pouvoir isoler les conséquences de la crise Covid-19.
Donc, le plan d'action, quand on est confronté à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons au sein du cabinet mis en place une méthodologie qui n'est pas différente de celle que l'on mettait en place dans le cadre des crises qu'on avait l'habitude de gérer, parce qu'une situation de crise est une phase naturelle et normale pour une association. Simplement, la seule chose que l'on gère aujourd'hui, c'est la problématique du temps, mais on était toujours habitué à travailler rapidement parce que le problème que l'on a, c'est de pouvoir identifier rapidement les causes de la crise pour préserver cette trésorerie. Et l'autre sujet, c'est que quand on est en confinement, le face-à-face est compliqué dans sa version présentielle. Et donc, nous avons déployé toute une gamme de produits qui nous permettent de réaliser ces travaux-là à distance avec parfois des outils dédiés qui permettent de refaire de l'interactivité qu'on n'arrive plus à avoir en mode distanciel, mais qu'on a réussi à recréer, notamment dans le cadre d'animation. Quand on doit animer un groupe de travail qui se charge de réfléchir à la gestion de la crise, on utilise des moyens, parfois des séquences e-learning, ou parfois on utilise des outils type Klaxoon pour pouvoir faire participer l'ensemble des acteurs à la définition d'un plan d'action. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un accompagnement en 3 phases que nous réalisons, qui privilégie l'action dans un pré-diagnostic, qui permet à la fois de repérer les sujets qui sont à traiter, qui permet de faire un focus spécifique sur les causes de la crise et comment on va pouvoir les gérer, parce que si aujourd'hui le confinement vous met des arrêts sur des activités, il faut bien les gérer, les anticiper pour savoir si c'est des arrêts qui vont durer ou pas. Donc, d'élaborer des scénarios qui doivent vous permettre effectivement de mesurer les conséquences des décisions prises, de rechercher des solutions de financement ou d'aide pour déterminer de manière très précise la trésorerie dont vous allez avoir besoin et dont vous disposez pour savoir quel est le temps que vous allez pouvoir déployer le nouveau plan d'action. Donc ça, c'est des mesures de très court terme, de très rapides, qui se font de quasi immédiatement pour arriver sur un espèce de jack flash dans lequel on va identifier quelles sont vos forces. On va faire les faiblesses. Mais vous savez, en France, on a un problème, c'est qu'on a une tendance trop naturelle de se positionner sur les faiblesses. Aujourd'hui, les freins, c'est pas l'important. L'important, c'est vos forces. Et donc, au travers de vos forces, de regarder ce qu'on va pouvoir actionner toujours pour réaliser un service de qualité à l'usager. Donc, ça va nécessiter un regard sur vos activités. Vous remarquerez que je n'attaque pas sur le côté financier, puisque le côté financier a été traité en amont sur le sujet de la trésorerie à très court terme. Donc, on va se reposer la question de vos activités, comment elles peuvent se réaliser dans de bonnes conditions pour pouvoir délivrer toujours un service de qualité à l'usager. Mon organisation, comment elle doit évoluer. Si j'ai des baisses de bénévoles, comment je fais pour résoudre ce problème, et est-ce que je ressollicite plus ces salariés? Est-ce que mes salariés travaillent dans des conditions satisfaisantes à distance ou pas, pour permettre de toujours réaliser ce projet associatif? Et donc, une réflexion au niveau de l'équipe. Et de manière un peu plus long terme, bien évidemment, on mesurera les conséquences financières de tout ça. Et donc, à l'issue de cela, donc il y a un plan d'action qui doit être réalisé, dans lequel on va identifier quelles sont les aides que vous avez sollicitées. On le verra en détail après, mais l'État apporte des aides, mais elles peuvent être complétées par des aides de la région. Elles peuvent être complétées par des aides en local, des mairies, enfin des villes se sont associées et donc ont complété les dispositifs par des aides aux associations. Vous avez des agglomérations qui ont aussi travaillé le sujet. Donc, je prendrai l'exemple de la MEL. Et vous avez le réseau France Active au travers des structures que l'on connaît, notamment pour la région des Hauts-de-France, qui sont donc Pas-de-Calais actifs, Nord actifs, Entreprendre ensemble, et qui peuvent vous accompagner sur le terrain. Donc, il faut avoir un regard sur les aides que vous allez solliciter et les actions clés que vous allez déployer. Et pour déployer ces actions clés, comme ça vous est indiqué par le schéma, il faut pouvoir les inventorier, donner des niveaux de priorité et ensuite des délais et en faire un suivi. Ça veut dire quelque part, on va monitorer quelque part l'ensemble de l'activité de votre association et donc d'élaborer un calendrier qui est une condition indispensable pour pouvoir garantir la bonne exécution des actions que vous allez devoir mener. Et donc, on travaille sur une espèce de matrice qui vous permet effectivement d'identifier ces sujets et de vous faire de pouvoir suivre régulièrement comment les choses se déploient sur le terrain. Alors, je parlais des aides, et donc il est important maintenant de pouvoir vous présenter un panel aujourd'hui des aides parce qu'elles commencent à se multiplier. Vous avez les aides qui ont été définies au départ, qui sont issues de ce que l'on appelle le plan d'urgence,
Il y avait eu un fonds de solidarité, il y a toujours un fonds de solidarité qui est d'ailleurs renforcé, qui existe et qui a été déployé. Le problème que vous pouvez rencontrer, c'est que ce fonds de solidarité, si vous regardez bien, il est réservé à des structures qui ont une activité économique. Et bon nombre d'associations n'ont pas d'activité économique et il faut aussi que les structures en question ont été fermées administrativement. Il y a donc des mesures liées aux cotisations sociales qui sont donc réactivées, qui vous permet pour les associations qui ont des salariés, là aussi, d'avoir une aide en matière de trésorerie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au niveau de l'activité partielle, donc les dispositifs ont été réenclenchés. Elles existaient encore pour certains secteurs d'activité, elles sont réenclenchées. Donc là aussi, déclenchez-les. Ayez un regard particulier par rapport aux activités qui sont subventionnées pour lesquelles vous continuez l'activité. Donc posez-vous la question s'il est utile de solliciter ces aides activité partielle. Et là aussi, si jamais vous vous êtes trompé, devancez le problème et demandez des mesures de régularisation au niveau de la directe. On a déjà échangé sur ces sujets au niveau de la directe. Elle nous dit si c'est des rectifications spontanées, bien évidemment, qu'en termes de contrôle ultérieur, on en tiendra compte. Vous avez toujours des mesures au niveau des associations fiscalisées qui peuvent exister et les factures énergie et loyer. Dans les associations, bon, c'est des mesures qui ont été moins utilisées, moins pratiquées. Et je terminerai par la mesure PGE, donc le prêt garanti par l'État. Donc là aussi, il faut effectivement pouvoir rentrer dans ce dispositif. J'ai envie de dire que les associations qui ont des activités économiques ont plus facilement eu accès à ces dispositifs. Pour les autres, normalement, comme les associations ont pu bénéficier du maintien des subventions, on n'a pas eu de besoin nécessairement de solliciter ces dispositifs, mais comme on est dans un confinement de deux, dans ces cas-là, il faut se reposer ces questions et ne pas hésiter, je le dis encore, parce qu'il est parfois, on doit intervenir sur les terrains, quand il y a un risque qui est identifié et que le PGE est une solution, on sollicite le PGE. Et si jamais le PGE n'est pas la solution et que vous l'avez sollicité, vous avez 12 mois pour le rembourser et les 12 premiers mois, vous ne payez pas d'intérêt. Donc, ce n'est pas quelque chose de problématique en soi. Vous aurez toujours le temps de rectifier le sujet. À côté des mesures du plan d'urgence, donc qui étaient les mesures qui avaient été déclenchées immédiatement par le gouvernement, vous avez des mesures du plan de soutien. Et là, je ne vais pas les regarder en détail parce qu'on l'a repris, mais simplement, quand vous êtes une association qui exercent une activité économique et qui sont nécessairement reprises en plan de soutien, vous pouvez éventuellement envisager de les solliciter. Donc, je répète, le plan de soutien, ça n'est valable que pour des associations qui ont une activité économique et qui font partie des activités qui sont soutenues par le gouvernement. Ensuite, vous avez les aides à l'emploi. Donc là, les aides à l'emploi, c'est des dispositifs qu'on a plutôt tendance à connaître dans les associations. Donc vous avez les PEC, les parcours emploi compétences, vous avez les territoires zéro chômeur longue durée et vous avez les aides à l'embauche. Donc ces dispositifs existent et vous permettent effectivement d'avoir des aides complémentaires qui ont parfois été renforcées de 30 à 60% d'un SMIC brut, notamment pour les parcours PEC, sur lequel vous pouvez, en partenariat avec la directe, envisager d'aller recruter des personnels dans lesquels on a des dispositifs spécifiques qui existent pour compléter vos aides. Donc ces éléments-là, vous allez pouvoir les retrouver dans le support qui vous seront communiqués à l'issue effectivement de ce webinaire. Ensuite, vous avez les territoires zéro chômeur. Ça, c'est simplement un point d'attention pour dire que là où il y en avait 10 auparavant, aujourd'hui, elles ont été portées à 50. Il y a 50 nouveaux territoires qui ont été définis pour un public très spécifique. Et ensuite, vous avez les aides à l'embauche, où là aussi, vous les retrouvez présentées ici. C'est des mesures de soutien à l'emploi pour le ESS, dans lequel les mesures ont été renforcées pour les apprentis et les alternants. Et ensuite, vous disposiez déjà auparavant de ce qu'on appelle les emplois francs. Donc là, effectivement, ils sont repris dans un dispositif dans lequel la durée a été prolongée et sur lequel nous vous invitons à mener ces réflexions. Juste un petit mot sur les apprentis et les alternants. Généralement, sur les autres dispositifs, vous avez l'habitude d'utiliser ce type de dispositif, mais sur les alternants et les apprentis, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'expérimenter cela, voyez la prime plutôt comme un moyen de dédommagement de l'État par rapport à un risque que vous prenez quant à l'embauche d'un alternant. Ne considérez pas que c'est une manière d'avoir une aide à l'emploi qui se retrouve, qui vous permet de faire une économie de charges sociales, parce que l'alternant, c'est quelqu'un qui doit nécessairement être formé et être encadré. Donc, le dispositif fait que
le coût de poste est nécessairement moindre par rapport à un salarié classique, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, parce que ça sert notamment à prendre en charge les coûts de formation. Mais dites-vous bien que la prime de 5 à 8 000 € qui a été mise en place par le gouvernement, c'est plutôt pour vous inciter dans le cas où vous hésitez. Ça veut dire qu'en gros, on paye une partie du coût de poste parce que, bien évidemment, ce que le gouvernement a peur, c'est que ce public-là soit plus fortement touché et qu'on puisse continuer de former des jeunes par le biais de ce dispositif. Donc, c'est un dispositif, on s'est mis en dispositif renforcé et défensif pour pouvoir maintenir ce dispositif. Les autres dispositifs, vous avez l'habitude de les connaître et bien évidemment, les directs sont là pour vous accompagner. Là, c'est à titre d'exemple, donc je vais pas redécliner cette slide que je vous présente là. Simplement, à côté des aides de l'État, vous avez des aides spécifiques qui sont tournées vers le monde associatif. Le réseau France Active est là pour vous accompagner, pour bien repérer ces aides, mais j'avais juste pris en présentation les aides faites par la région des Hauts-de-France, où vous voyez des associations, mais pas uniquement, mais des associations notamment exerçant dans certains domaines, notamment la culture, le sport, le tourisme, jeunesse, éducation, environnement, santé, éducation populaire, innovation sociale et insertion et formation professionnelle, peuvent se voir financer des compléments, quelque part, il faut le voir comme ça, des compléments d'aide qui auront pu être alloués par le réseau France Active, mais qui ne sont pas suffisants. Et dans ces cas-là, vous pouvez avoir une aide complémentaire qui se plafonne à 30 000 €, qui est un dispositif spécifique qui a été fait par la région des Hauts-de-France, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres régions, mais pas toutes. Et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à les solliciter quand vous avez des mesures financières qui ne sont pas suffisantes, d'aller solliciter ces aides régionales. Et le réseau France Active, bien évidemment, est là pour vous accompagner. Je vous ai aussi donné l'exemple de l'AMEL. L'AMEL met aussi des dispositifs spécifiques, mais si vous y regardez bien, c'est des dispositifs spécifiques qui ciblent des associations ayant une activité économique. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Donc, là encore, vous avez un panel d'aides. Donc, par moment, il faut peut-être faire un temps, peut-être passer 1 heure ou 2 heures avec nous pour essayer de construire effectivement ce plan d'aide que vous allez pouvoir solliciter, de voir si vous êtes éligible ou pas au dispositif et qu'est-ce que ça va vous apporter en contrepartie. Et bien évidemment, on est là pour vous aider à y voir clair dans l'ensemble du panel qui existe. Enfin, vous avez du plan de soutien, plus spécifiquement sur des secteurs de la culture, du tourisme et du jeunesse et sport. C'est parfois des aides directes, parfois des aides à l'emploi, parfois du soutien au projet. Les ministères en question qui encadrent ces activités vous mettent à disposition des liens pour pouvoir aller repérer les compléments que vous pouvez obtenir, donc les aides directes, les aides à l'emploi, notamment des postes FONGEP, sur lequel c'est un dispositif qui existe, mais sur lequel on a eu un peu plus de souplesse et un peu plus de postes qui ont été déployés dans ce cadre-là, ou des aides au soutien. Donc parfois, c'est des subventions complémentaires. Ça veut dire que vous avez peut-être pas pu réaliser des activités, que manifestement le financeur public ne va pas maintenir son dispositif de subvention, mais parfois vous pouvez avoir des sollicités, donc de nouveaux appels à projets, puisque des nouveaux appels à projets ont été mis en place par le gouvernement. Et donc là aussi, je vous invite à aller regarder ces appels à projets pour effectivement trouver des solutions, alors plutôt alternatives à des activités qui n'ont pas pu être maintenues et sur lesquelles vous avez quelque part du personnel qualifié pour pouvoir prétendre à répondre à ces appels à projets. Alors, des points de vigilance et quelques questions qu'on souhaite vous faire partager ce matin, avant de recueillir aussi vos questions de manière plus spécifique. Point de vigilance, c'est faites attention, pour ceux qui ont pu effectivement solliciter des plans du PGE. On a des associations qui ont sollicité des PGE, on a accompagné des associations dans le cadre du montage de projets. N'oubliez pas une chose, c'est que parfois, on a pu remplacer du chiffre d'affaires par de la dette. Et le problème auquel vous allez être confronté, c'est que du chiffre d'affaires, donc de la prestation de services faite à l'usager, de la tarification parfois aussi, ça peut arriver dans d'autres endroits. Là aussi, remplacer du chiffre d'affaires par de la dette, un chiffre d'affaires, ça vous est acquis de manière définitive, ça veut dire que c'est un produit qui appartient à l'association. De la dette, le problème, c'est qu'il faut la rembourser, c'est-à-dire qu'elle est là à titre temporaire. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de pouvoir mesurer à travers un plan de finance, un plan de trésorerie, les conséquences qu'il peut y avoir à rembourser un PGE. Alors, vous savez que c'était notre crainte et on vous avait beaucoup interpellé sur ces questions-là, où on avait dit qu'à partir de mars à juin l'année prochaine, on va avoir des sujets, c'est-à-dire qu'il va falloir envisager de rembourser les PGE. Vous savez que tout ça a été reporté. Donc,
bon, tant mieux, ça nous laisse encore du temps pour pouvoir agir sur l'organisation et prendre les bonnes décisions, mais il faut toujours avoir en tête, et surtout si vous avez sollicité des prêts et que vous avez fait ces décalages-là, d'en mesurer les conséquences. Là aussi, on est intervenu et on vous a expliqué tout à l'heure des aides parfois conditionnées à une activité économique. Donc, c'est vrai, globalement, les associations, si vous regardez bien, le dispositif d'aide qui existe pour les entreprises a été transposé aux associations, mais sous condition d'activité économique. Alors, il reste des aides que vous pouvez solliciter en dehors de ces aspects-là, mais c'est vrai que si vous regardez bien, beaucoup d'aides aujourd'hui, et notamment des dispositifs que vous allez retrouver au niveau des régions et au niveau des agglomérations ou parfois certaines villes, sont conditionnés par de l'activité économique en contrepartie. Donc là, c'est aussi des points des points de vigilance. Alors, pour vous aider à travailler tout ça, en réalité, ce qu'il vous faut, c'est un plan d'action. Et ce plan d'action, hein, c'était le but de ce matin, c'est de vous donner des références d'outils et de méthodologies pour vous permettre effectivement de, de, de poursuivre vos activités dans un environnement fortement contrarié. Eh ben, il vous faut prendre des décisions qui sont motivées par une préservation peut-être d'activité, peut-être aussi par un redéploiement d'activité. Je pense qu'à un moment donné, dans une slide, on avait parlé d'innovation sociale. Je pense qu'il faut peut-être repenser nos activités pour pouvoir les réaliser sous d'autres conditions, qui nous permet aussi de répondre aux nouvelles obligations, notamment sanitaires. Moi, je sais qu'avec une association, dès le mois d'avril, je leur avais dit pensez à faire vos activités d'une autre manière. Et c'est une association de danse. Et ils ont réfléchi à un nouveau mode opératoire. Alors, c'était possible suite au premier confinement, ça ne l'est plus actuellement, donc ils réfléchissent à autre chose. Mais en tout cas, on a redéployé des activités qu'on a proposées à une ville, parce que le problème auquel était confrontée la ville, c'est qu'allaient faire les jeunes sur la période juillet-août, parce que beaucoup d'activités n'avaient pas reprise. Et ben, cette association a pensé avec un mode opératoire qui garantissait effectivement les conditions sanitaires qui étaient imposées à l'époque, par rapport à un marquage au sol qui garantissait 4 mètres carrés, qui aussi une adaptation de la danse. Alors, je n'irai pas trop sur ce sujet technique parce que là, je le maîtrise moins, mais sur lequel effectivement on faisait une pratique de danse qui était adaptée à l'environnement dans lequel évoluaient les danseurs. Et donc, on a proposé effectivement à cette ville ces ateliers, et la ville, on a demandé plus que ce que demandait au départ l'association, parce qu'on leur créait une solution. Donc, essayez de changer vos modes d'organisation actuels, de les adapter à la situation dans laquelle vous êtes et apporter des solutions. Et vous avez des villes qui, effectivement, vont rechercher ces solutions-là. Et en contrepartie, l'association, d'un point de vue budgétaire, ça risque de combler le trou qui était apparu à cause de la période mars-avril. Et donc, c'est quelque chose qui potentiellement est intéressant. Donc, prenez une méthodologie qui vous permet d'identifier les sujets d'adaptation que vous allez devoir mettre en place pour préserver vos activités, l'organisation qui en découle nécessairement, l'équipe aussi. Vous devez mettre vos salariés en sécurité, mais aussi vos bénévoles en sécurité. Donc, il faut anticiper ces sujets-là et pouvoir les prévoir et se refixer de nouveaux objectifs d'un point de vue purement financier, parce qu'il faut pouvoir résister à cette crise et il faut pouvoir préserver la pérennité des structures. Donc, nécessairement, c'est une feuille de route qui est à travailler entre des mesures qui sont réalisées à très court terme et des mesures qui sont réalisées à plus long terme. Donc, il faut pouvoir quantifier l'ensemble de ces sujets-là et de pouvoir repérer quels sont les sujets prioritaires, parce qu'à un moment donné, vous allez peut-être confronter à des problématiques de choix, et dans ces cas-là, les niveaux de priorité vont servir à cela. Donc, globalement, il faut agir vite, que tout ça, ça nécessite de pouvoir avoir un regard immédiat sur votre situation financière. Votre budget doit être revu, le budget 2020 doit être revu, et il vous faut intégrer le budget dans le budget 2021, les conséquences Covid-19, parce que malheureusement, le confinement 2 fera que ça aura nécessairement des impacts sur le budget 2019, le budget 2021. Ce qu'il faut faire attention, c'est sur le sujet le sujet des impacts, c'est-à-dire dans votre construction budgétaire, isoler vos impacts Covid-19. Ça peut être sur une colonne, par exemple. On a beaucoup conseillé ça. Comme ça, on mesure immédiatement les impacts du Covid. Ça passe nécessairement par des recherches de solutions de financement. Et donc là aussi,
On est là pour vous accompagner, hein, pour trouver avec vous les meilleures solutions de financement et de pouvoir réaliser ce que l'on appelle un plan de trésorerie dynamique. C'est pas un plan de trésorerie comme on a l'habitude d'utiliser, mais c'est un plan de trésorerie qui doit s'actualiser de manière beaucoup plus régulière et de pouvoir trouver des solutions adaptées. Et malgré tout, sur ces produits, sur ces solutions adaptées, on peut aussi envisager des séquences un peu plus compliquées à gérer qui sont des procédures collectives. Mais parfois, dans certaines associations, ça peut être aussi un moyen de préserver les projets et de se redonner un peu plus de temps. Alors, sur ce mot de conclusion, avant de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir répondre à vos questions, hein, puisque le but de l'opération était de vous faire une présentation de 45 minutes. Alors, j'ai un tout petit peu débordé, tout simplement parce que on a rajouté quelques éléments dans le support par rapport au confinement 2. Donc, simplement pour vous dire que les équipes de Grande Thornton se mobilisent, hein, on mobilise l'ensemble de nos énergies, hein, pour porter votre regard au-delà de l'horizon, parfois un peu obscurci, parce que ce qu'il faut savoir, si vous voulez, ça fait partie du cerveau humain, c'est que nous sommes nécessairement programmés pour nous adapter à notre environnement. Mais pour ce faire, il faut qu'on ait des lueurs d'espoir, et on fait référence à ces lueurs d'espoir qui se portent sur l'horizon, qui vont permettre de vous porter quelque part et de vous tirer, de vous donner envie effectivement de relever ce défi. Et donc, pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que je vous rappelle que vos associations, vous les avez créées, ou elles ont été créées à l'époque, pour celles qui ont une histoire beaucoup plus longue, elles ont été tout simplement créées par des bénévoles qui ont l'idée de porter un projet, mais un projet pour des usagers. Et donc aujourd'hui, on se bat pour pouvoir porter ces projets pour les usagers, des projets de qualité. Et ça, bien évidemment, tourner vers l'avenir. Il faut avoir un regard porté sur cet horizon. Et même s'il est obscurci, je pense qu'il y a des lueurs d'espoir. Et c'est notre capacité à nous adapter qui vont nous permettre effectivement de poursuivre effectivement le service à l'usager. Donc maintenant, on passe à la séquence des questions-réponses. Donc, soit vous les posez sur le mode chat, sur le chat qui est à côté, soit vous pouvez toujours demander la parole et Vincent se fera un plaisir de vous ouvrir le micro. Vous avez en dessous du chat une petite main pour réagir si vous voulez qu'on ouvre le micro. Et sinon, n'hésitez pas à poser. Nous avons les yeux sur le chat. Hein. Pas de questions pour l'instant. Alors, je vous laisse quelques instants, mais s'il n'y a pas de questions, à ce moment-là, je vous expliquerai encore 2-3 petites choses. Hein. Mais allez-y, hein, n'hésitez pas. Hein. Alors, le temps que les questions arrivent, elles arrivent. Oui, je vous recherche dans la liste. Voilà. J'ouvre le micro d'abord. C'est MC Desmarico. Est-ce que vous avez le micro qui est activé normalement? Vous entendez? Alors, je ne sais pas pourquoi votre micro ne veut pas, alors je vais essayer ici. Bon. Un petit souci. Je vais donner d'abord la parole les petits musiciens si ça passe. Alors, je sais pas. Ah voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez ou non. Oui, oui. Oui. D'accord. Voilà, c'est une petite question qui me venait à l'esprit. Vous disiez qu'en général, c'est incompatible le fait d'avoir une subvention et également des aides de l'État, par exemple, sous forme de mise en chômage partiel de certains salariés. Je voulais savoir si c'était dans le principe ou si c'était suivant les montants. Je m'explique, voilà, les choses auxquelles je pensais. J'ai une subvention du conseil régional en général, voilà, qui correspond à peu près à 10% de mon budget total, donc qui est assez infime.
On est un organisme de formation d'enseignement supérieur, associatif depuis 85. Et quand on a été confiné totalement, donc fermé au printemps, j'ai mis les 2 salariés d'accueil en chômage partiel. Donc j'ai récupéré, voilà, sous forme de subvention, un peu de fonds publics, une partie de leur salaire. Est-ce que donc vous considérez que c'est incompatible l'un avec l'autre, ou que éventuellement ça peut s'expliquer ou justifier par rapport à des frais supplémentaires qu'on a eu qui couvrent pas du tout, qui sont pas couverts par la subvention du conseil régional? Je me donne un exemple. Les installations de visio qu'on a pu faire à hauteur de 37 000, 38 000 euros, là, pour pouvoir faire les cours en dématérialisé à partir du moment où c'était autorisé. Voilà, c'est un exemple que j'avais, donc je m'interrogeais sur le fait de ne plus demander de chômage partiel là pour cette période, le fait de revenir en arrière sur la directe pour la période du printemps, ou voilà, comme ça s'équilibre complètement et dans un sens. Oui, c'est jouable en fait. Ce qu'il faut, c'est que vous puissiez, à un moment donné, quand vous avez un arrêt d'activité, s'il n'y a pas de subvention, c'est relativement assez simple, vous pouvez solliciter le chômage partiel. Si vous avez un arrêt d'activité sur une activité où il y a du financement public, c'est là où je dis simplement qu'il faut être très vigilant. C'est-à-dire qu'il faut démontrer que le salarié qui ne travaillait pas, que la subvention n'est pas utilisée durant la période où il ne travaille pas. Donc, comme il n'y a pas de subvention utilisée pendant la période où il ne travaille pas, vous avez sollicité l'activité partielle. Donc, en fait, la réponse que vous allez donner et qui sera opposable à la directe, c'est votre comptabilité analytique qui va faire apparaître donc ces 2 produits, dont un qui va poser question, c'est l'activité partielle. Et ce qu'il faut, c'est démontrer que la subvention a servi à couvrir telle et telle charge. Et dans ces cas-là, vous n'avez pas de problème. Donc, c'est d'un point de vue analytique que vous allez pouvoir répondre éventuellement à un contrôle de la directe. Moi, c'est surtout ce que j'ai insisté, c'est que quand vous avez à la fois dans une ligne analytique de l'activité partielle et de la subvention, c'est vigilance renforcée. C'est obligatoire. Et donc, si vous arrivez, je vais prendre des chiffres, hein, vous avez sollicité, vous avez un impact de 5 000 euros d'activité partielle, et qu'en face de ça, vous démontrez que les salariés n'ont pas travaillé pendant un mois, et puis du coup, ça vous a occasionné un arrêt pur et simple d'activité, et le dédommagement, c'est 5 000 euros. Mais que sur cette même activité, vous avez une subvention de 50 000, et qu'en face des 50 000, vous avez les charges salariales pendant la période où ils ont travaillé, que vous avez des dépenses liées à l'activité qui a été faite par ces salariés, et qu'à aucun moment vous recroisez avec la période d'inactivité, il n'y a pas de sujet, puisque vous démontrez bien que la subvention a été utilisée pour telle et telle chose. Ce qu'il ne faut pas, c'est arriver à la fin avec quelque chose où manifestement la masse salariale, elle a servi aux 2. Et donc là, vous êtes en risque. Donc en fait, c'est votre comptabilité analytique qui apportera les réponses. Mais il faut anticiper les sujets maintenant. Faites déjà des expériences, faites des extractions de votre comptabilité analytique, regardez comment ça se passe. Ça va vous mettre en sécurité parce qu'à la fin de l'année, et si jamais malheureusement vous vous rendez compte que vous êtes un peu trompé, devancez l'appel et faites tout de suite une mesure de régularisation auprès de la directe. Parce que je le rappelle, la conséquence sur l'activité sur une subvention, c'est jamais du pénal. Hein. Pour que ça devienne du pénal, il faudrait que les dirigeants aient bénéficié de l'argent public. L'activité partielle, non, ça devient du pénal quand il y a de la régularisation, ça peut aller au pénal directement. Ok, alors on avait une autre question, j'ouvre le micro. Les petits musiciens. Voilà, vous avez Oui, bonjour. Moi, c'est une question d'ordre pratique. En fait, pendant la période du premier confinement de mars à juin, j'ai eu une aide d'activité partielle puisque l'activité de l'association a été complètement stoppée et a repris progressivement. Là, depuis le nouveau confinement, on est dans la même situation où on va avoir une partie de l'activité qui va s'arrêter. J'aimerais savoir par rapport à la directe, est-ce que je refais une demande ou est-ce que mon dossier qui a été ouvert déjà en mars jusqu'en juin est suffisant pour que je redépose directement la période actuelle? Vous refaites une demande. Il faut refaire une demande et attendre l'acceptation. Oui, vous ne refaites pas de demande quand vous étiez encore en dispositif.
Excusez-moi, parce que je dois couper attendez, je dois couper votre micro parce que on a un écho. Vous avez le haut-parleur et du coup, quand Rudy parle, on entend fortement la réponse en fait. D'accord. Non, non, mais j'ai compris. En fait, je refais une demande comme j'ai fait au mois de mars avec les justificatifs qui prouvent que je ne peux pas travailler, quoi. C'est ça. C'est bon. Oui. Ok. Donc, vous réenclenchez la demande. Ok. Merci à vous. N'hésitez pas. Alors, Rudy, il y a une demande par écrit. Je ne sais pas si tu la vois. Si, je la vois, je la vois. Alors, je vais la lire pour tout le monde. Donc, bonjour, nous sommes une association sportive pour laquelle nos clients, alors usagers, on dirait plutôt, mais voilà, donc nos usagers sont également des associations. Vous nous dites, les adhésions restent dues, mais eux, les licenciés, ne veulent pas payer une prestation qui ne bénéficie pas. Alors oui, de toute façon, le problème que vous avez, c'est que vous ne pouvez pas obliger les personnes à adhérer, donc, parce que c'est le principe de l'adhésion. Donc, nous sommes en danger. Et tous les clubs sont en danger. Je vais vous dire oui, tout le micro-associatif aujourd'hui est en danger. Si vous analysez bien l'ensemble des dispositifs qui ont été faits, c'est des dispositifs adaptés pour des associations ayant des budgets de plus de 150 000 euros. Le micro-associatif, une association avec un budget inférieur à 20 000 euros, elle collectionne les problèmes parce qu'elle ne peut émarger sur aucun dispositif. À 20 000 euros, il y a peu de chances qu'elle ait des salariés. Donc là, pareil, aucune aide. Solliciter des aides PGE, normalement, il faut une activité économique. Alors, je sais que de temps en temps, les banques n'ont pas trop regardé, il n'y avait pas tout à fait d'activité économique, mais vu la volumétrie de l'association, elle a considéré qu'elle avait une activité économique et elles ont été financées. Et donc, les associations sont pénalisées à ce niveau-là. Et en plus, elles ont des adhésions, c'est moins 50%. Moi, c'est mes chiffres que j'ai actuellement. J'ai des associations, l'adhésion, c'est moins 50%. On a perdu 50% parce que les personnes ont considéré qu'il y avait un risque et donc du coup, ils ont préféré pas adhérer dans un premier temps. Et aujourd'hui, comme il y a le confinement 2, on ne peut pas leur donner tort. Alors nous, on a essayé de gérer sur des adhésions trimestrielles. Bon, on a peut-être sauvé un trimestre, mais le deuxième, à mon avis, il est perdu. Donc, au niveau de votre question de départ, en fait, c'est une question de droit. S'ils sont engagés, ils ont signé un engagement dans lequel ils s'étaient engagés à vous verser 1 an de cotisation, j'ai envie de dire bah oui, mais c'est pas quelque chose qui est très solide d'un point de vue juridique, puisque je vous rappelle que même aujourd'hui le normalisateur comptable considère que les adhésions peuvent être comptabilisées, donc c'est un petit peu une entorse au plan comptable général, peuvent être comptabilisées au moment où c'est encaissé. Donc, ça veut bien dire qu'on a un problème sur l'engagement. Donc, au cas particulier de la question qui était posée dans le chat, la question, c'était pas dans ce sens-là. Le gouvernement avait répondu en disant les cotisations qui démarraient en septembre et qui se finissaient en juin, il y a le confinement qui est arrivé en mars, est-ce que je suis obligé de rembourser? Et la réponse a été non, puisque c'est une cotisation annuelle et que le Covid-19 est une situation particulière, donc vous n'avez pas à rembourser, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Aujourd'hui, sur de l'adhésion, si votre adhérent dit non, moi je décide de ne pas réadhérer parce que j'ai beaucoup d'incertitudes et aujourd'hui on ne peut pas leur donner tort parce que toutes les activités sont à l'arrêt, dans ces cas-là, vous êtes complètement bloqué. Avons-nous d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions. Personne ne lève la main. Non. Alors, je vous laisse encore 10 secondes pour la dernière s'il y en a une. Et puis dans 10 secondes, je pense qu'on sera à midi. Donc on aura respecté le timing. Tout à fait. Alors, donc on vous remercie donc, pour cette matinée partagée avec vous. On vous remercie pour vos questions. En tout cas, sachez qu'en quelques mots, sans refaire tout ce qu'on a pu échanger avec vous, donc sachez qu'on est à votre disposition pour vous accompagner dans cette période qui est un peu compliquée, mais sachez aussi parfois dans certains endroits, les choses se passent mieux, donc c'est parfois un peu surprenant, mais c'est juste une réalité. N'oubliez pas que crise en chinois, ça s'écrit aussi de la même manière qu'opportunité, donc il faut aussi se poser les bonnes questions. Ce qui est important, c'est de traiter votre urgence, donc de savoir se focaliser là-dessus. Et dans un premier temps, quand on est en situation de crise, on sécurise la trésorerie. Ensuite, on se redonne un peu de vue pour pouvoir gérer les échéances
et donc donc tout ça pour préparer le rebond. Donc on est à votre disposition pour pouvoir vous accompagner dans ces moments nécessairement compliqués. Mais bon, voilà, et il y avait un philosophe, Søren Kierkegaard, qui disait c'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est difficile le chemin. Je pense que quand il a dit ça, il était visionnaire de beaucoup de choses. En tout cas, ça peut être aussi un moyen de continuer d'avancer. Donc, on vous remercie à tous. On vous souhaite une excellente journée. Au plaisir de vous retrouver sur des webinaires faits avec donc Extrémité. Merci Rudy et merci pour cette belle présentation. Donc, nous allons clôturer la présentation.